Depuis le tout début de l'histoire de Demon Slayer, la différence entre les faibles et les forts a été clairement établie dans ce monde où d'abominables créatures connues sous le nom de démons ravagent tout sur leur passage. Et puis quelques rares humains ont été désignés pour combattre ces démons, affiner leurs compétences à l'épée et obtenir une incroyable force. Dans cette vidéo, nous allons raconter l'histoire du plus puissant pourfendeur de tous les temps, à savoir Yoruichi Suzukuni. Les événements de ce récit se sont déroulés il y a plus de 400 ans, bien avant l'histoire actuelle de Demon Slayer. La vie de Yoruichi a commencé en tant que cadet de deux frères jumeaux nés dans la famille d'un seigneur. À cette époque, les jumeaux étaient considérés comme problématiques en termes de succession et d'héritage. Et les choses ont été facilitées pour leur père, car le plus jeune enfant Yoruichi était né avec une marque de naissance assez troublante sur le front. Ainsi, l'aîné Michikatsu a été désigné comme son successeur, tandis que Yoruichi était condamné à mort. Cependant, la mère de Yoruichi, furieuse de cette décision, refusa que son enfant soit tué. Il parvinrent donc à un compromis. Yoruichi vivrait, mais à l'âge de 10 ans, il serait envoyé dans un temple où il consacrerait sa vie à la foi. Ainsi, Yoruichi et Michikatsu, malgré leur jumelage identique, vécurent des vies presque entièrement différentes, que ce soit dans leur chambre, leurs vêtements, leur éducation ou leur nourriture. Michikatsu était chéri tandis que Yoruichi était toléré. Pour la plupart, Yoruichi restait toujours près de sa mère, mais il était incroyablement difficile à lire car depuis sa naissance, il n'avait jamais souri. Et plus que cela, il n'avait jamais parlé. Ainsi, sa mère, une femme d'une grande foi, priait à la divinité du soleil d'éclairer chaleureusement les oreilles sur son fils. En signe de cela, il lui fabriqua une paire de breloques pour boucles d'oreilles. Ces breloques sont les mêmes que celles que Tanjiro porte aujourd'hui. Mais ne nous précipitons pas. La mère de Yoruichi n'était en réalité pas la seule à s'inquiéter pour lui, car son frère aîné Michikatsu se faufilait souvent dans la petite chambre de Yoruichi pour jouer avec lui. Ce qui était assez risqué, car s'il était surpris en train de le faire ou s'il donnait quoi que ce soit à Yoruichi, il serait réprimandé par leur père et battu sévèrement. Pour contourner cela, Michikatsu offrit à Yoruichi quelque chose qu'il avait fabriqué lui-même, une flûte en bois. Cependant, il n'avait pas beaucoup de mal à observer. Ainsi, un jour, alors que Michikatsu s'entraînait à manier son épée dans le jardin familial, Yoruichi, âgé de 7 ans, assis à l'ombre d'un arbre, prononça ses premiers mots. Bien que ce fût ses premiers mots, il demanda à Michikatsu s'il rêvait de devenir le plus puissant samouraï de la nation avec une clarté parfaite. Maintenant, Michikatsu, qui avait toujours cru que la mort de son frère était inévitable, laissa tomber son épée en bois et poussa un cri. Malgré l'intention de leurs parents de faire de lui un prêtre, Yoruichi continua en déclarant qu'il désirait lui aussi devenir un samouraï et en respectant le rêve de son frère. Il proclama son rêve devenir le deuxième plus grand samouraï de la nation et pour la première fois de sa vie, il sourit. Après cela, Yoruichi observa son frère s'entraîner. À l'époque, Michikatsu était formé par le vassal de leur père qui, pour le plaisir, donna à Yoruichi une épée d'entraînement et lui donna même des instructions simples sur la façon de la tenir. À partir de là, il encouragea le jeune garçon à tenter de le frapper. Alors qu'il adoptait lui-même une posture de combat et en un clin d'œil, Yoruichi déchaîna une série de 4 coups ciblés consécutifs. Le cou, la poitrine, l'estomac et la jambe, qui non seulement projetèrent l'homme dans les airs, mais le laissèrent tout simplement complètement inconscient. Malgré cette démonstration impressionnante, Yoruichi renonça à son rêve de devenir samouraï, car l'idée de faire du mal à quelqu'un d'autre lui était tout simplement insupportable. Puisque Michikatsu avait été témoin de tout cela, il était infiniment curieux du secret de la force de son frère cadet. En réponse à cela, Yoruichi décrivit que la contraction des poumons de l'adversaire, la disposition de leurs os, la contraction de leurs muscles et le flux de leur sang comme une carte routière de leurs mouvements. C'était quelque chose que Michikatsu ne pouvait pas du tout comprendre. Pour être clair, Yoruichi, en plus d'être né avec une marque, était également né avec la capacité innée de voir le monde transparent. Deux attributs que la plupart des Hashira obtenaient que bien plus tard dans leur vie, voire jamais. Yoruichi n'était plus intéressé au point où chaque fois que Michikatsu évoquait le sujet, Yoruichi semblait incroyablement ennuyé et préférait largement jouer à des jeux de société. Cependant, malgré cette réticence, il ne faudrait pas longtemps avant que les positions des deux frères s'inversent, car leur père recevant des nouvelles de la force de Yoruichi de la part de son vassal. À partir de là, Yoruichi est désigné comme son héritier et Michikatsu est envoyé au temple. Mais une nuit, entre 3h et 5h du matin, Yoruichi rend visite à Michikatsu qui occupe désormais la petite chambre qui autrefois était la sienne. Avec la nouvelle de la mort de leur mère, c'est à ce moment-là que Yoruichi annonce à son frère son départ pour le temple, mais il veut au moins pouvoir dire au revoir en personne. Il assure à son frère que malgré la distance qui les séparera, il ne perdra pas courage et travaillera assidûment chaque jour, tout en chérissant la flûte que son frère lui a offerte.
Avec cela en tête, il enveloppe la fille dans un tissu et la serre comme le bien le plus précieux au monde. Yoruichi s'incline profondément devant son frère bien-aimé et part, n'emportant presque rien avec lui. Ce n'est qu'après cela que Michikatsu découvre que Yoruichi est parti pour que son frère ne soit pas privé de son rêve en devenant prêt à sa place. Mais aussi la vraie raison pour laquelle Yoruichi s'était accroché à leur mère si longtemps était parce qu'elle souffrait de problèmes du côté gauche de son corps. Il la soutenait en réalité tout ce temps. Après son départ, Yoruichi court simplement en admirant la beauté du ciel pendant un jour et une nuit entière sans le moindre moment de repos. Mais quand il atteint les montagnes, il rencontre une fille qui restait immobile tenant un seau dans ses mains. Apparemment, toute sa famille est morte à cause d'une épidémie la laissant toute seule. Pour compenser ses sentiments, elle est venue attraper des têtards pour les ramener chez elle. Cependant, elle reste là incapable de bouger. Au coucher du soleil, elle libère les têtards de son seau, se sentant coupable de les avoir séparés de leur famille. Voyant la tristesse de cette fille aux yeux semblables à de l'obsidienne, Yoruichi décide de vivre avec elle. Son nom était Yuta et elle parlait du lever au coucher du soleil. C'est en fait grâce à ces conversations avec elle que Yoruichi réalise que les autres personnes ne voient pas le monde transparent comme lui le fait. Ce qui lui permet de comprendre pourquoi elle s'était sentie si éloignée des autres pendant si longtemps, allant même jusqu'à se comparer à un cerf-volant avec une ficelle cassée. Mais Yuta le tenait fermement et 10 ans plus tard, les deux se sont mariés attendant un enfant qui devait naître dans les prochains jours. À cause de cela, Yoruichi part à la recherche d'une sage-femme, prévoyant de le faire avant le coucher du soleil. Mais en chemin, il rencontre un vieux homme qui, malgré ses problèmes cardiaques, se rend chez son fils gravement blessé au combat. Yoruichi ayant l'âme douce, il aide l'homme et l'amène jusqu'à son fils, décidant de convoquer une sage-femme le lendemain et de rentrer à la maison. Mais la nuit était tombée. Quand il est rentré chez lui, il a été confronté à la vue glaçante de sa femme enceinte de leur enfant à naître qui avait été massacré, ayant perdu ses vies qu'il chérissait plus que la sienne. Yoruichi a pris leur corps dans ses bras pendant 10 jours consécutifs. À partir de là, un pourfendeur à la poursuite d'un démon tombe sur cette scène et convainc Yoruichi de les pleurer convenablement par la prière. Et ce pourfendeur était en fait l'ancêtre du Hashira de la flamme, Rengoku. Vous voyez, le rêve de Yoruichi à l'époque était de vivre une vie simple avec sa famille dans une maison si petite où ils dormiraient côte à côte si près qu'ils pourraient toujours voir leur beau visage. Mais malheureusement, dans ce monde magnifique, il existe des démons. C'est pourquoi il a adapté leurs enseignements aux formes d'origine de l'épée, du feu, du vent, de l'eau, du tonnerre et de la pierre. Toutes les techniques de respiration dérivées que nous connaissons aujourd'hui proviennent de lui. Yoruichi a rejoint les rangs des pourfendeurs et ce faisant, il a changé les choses à jamais en les enseignant les techniques de respiration. La respiration du soleil de Yoruichi était celle d'une légende, mais elle n'était pas nécessairement adaptée au corps et aux compétences des différents Hashira qui ne pouvaient pas se rapprocher de la magie. C'est pour ça qu'il a adapté leurs enseignements aux formes d'épée originelles de la flamme et c'est aussi pendant son temps en tant que pourfendeur que Yoruichi a retrouvé son frère en le sauvant d'un démon qui avait massacré ses subordonnés. Yoruichi arrive en retard, s'excuse auprès de son frère de ne pas être arrivé plus tôt. Après cela, Michikatsu rejoindrait également les profondeurs avec leur force accrue et la marque commencerait à se propager, les rendant encore plus puissants. L'âge d'or des chercheurs de demain était sûr, mais cette prospérité ne dira pas longtemps. Car les marqués commencèrent à mourir les uns après les autres. Ils savaient que la marque donnait du pouvoir en échange de la durée de vie d'une personne. Mais même ainsi, il ne faudrait pas longtemps avant que Yoruichi se trouve face à son destin car il allait rencontrer Kibustuzi Muzan en personne. C'est à ce moment-là que Yoruichi a su qu'il était né pour le vaincre. La malice de Muzan était écœurante. Yoruichi décrivit sa présence comme du magma jaillissant d'un volcan. Sa directive principale était la consommation de tout. Les deux se faisant face dans un champ de bambou et la seule chose que Muzan a dit avant d'attaquer, c'est qu'il n'avait plus d'intérêt pour les épuiser utilisant des techniques de respiration, laissant entendre que le phénomène récent avait attiré son attention à un moment donné, mais il ne semblait plus être conscient qu'il était en présence du grand Yoruichi. Cependant, avec une vitesse fulgurante, Muzan a montré des attaques incroyablement rapides et longues tranchant à travers le bambou. Alors que Yoruichi esquivait, il réalise immédiatement qu'une seule égratignure pourrait le tuer. Yoruichi ressentit pour la première fois un frisson lui parcourir l'échine en plein combat. Les entrailles de cette monstruosité étaient répugnantes. Il avait 7 cœurs et 5 cerveaux, donc simplement le décapiter ne serait pas suffisant. Mais avec une série éblouissante de mouvements, Yoruichi avait accompli le 13e mouvement du souffle du soleil. Il décapite le fléau démoniaque sous forme humaine. Et avec cela, Muzan fut instantanément coupé en deux. Il avait perdu ses 2 bras. Il tenta désespérément de garder sa tête séparée sur ses épaules. Alors qu'il gémissait de douleur et de confusion, se demanda pourquoi ses membres ne se régénéraient pas et pourquoi sa tête ne se reconnectait pas. Ainsi, en voyant Muzan dans un tel état, Yoruichi sentit le besoin de lui poser la question
de savoir quelle valeur avait une vie humaine pour lui, mais Muzan ne répondit pas. Et au contraire, son visage rougissait de colère. Yorichi se tourna alors vers la démon qui accompagnait Muzan et à laquelle il n'avait pas prêté grande attention auparavant. En fait, elle ne tenta pas du tout de venir en aide à Muzan, à tel point qu'elle regarda son état maltraité avec espoir et admiration dans les yeux. Yorichi décida qu'il devait s'occuper d'elle après avoir terminé Muzan, mais lorsqu'il s'approcha, les dents de Muzan se mirent à graisser violemment et après cela, le corps de Muzan se brisa en 1800 morceaux de chair. Mais malheureusement, Yorichi n'en détruisit que 1500. Les morceaux restants étaient petits mais suffisaient pour se rejoindre jusqu'à former un amas à peu près de la taille d'une tête humaine. À la vue de cela, la démon qui restait s'effondra et poussa un cri de colère, se lamentant sur la proximité de la destruction de Muzan au point de ne pas se soucier des conséquences de sa malédiction. Et elle cria son nom dans l'angoisse, pourtant elle survécut. Elle était libérée du contrôle de Muzan en raison de son état désormais considérablement affaibli. À partir de là, Yorichi lui demanda son aide pour le vaincre, ensuite elle accepta. Cette bataille fut tout simplement magistrale. Yorichi a humilié le roi démon avec cette technique. Ensuite, la démon qui était avec Muzan n'était autre que Tamayo. Plus tard ce même jour, Yorichi a appris que par ses camarades profondeurs, son bien-aimé frère Michikatsu était devenu un démon. À ce stade, Yorichi a été réprimandé par les siens parce qu'il avait échoué à vaincre Muzan et avait laissé échapper Tamayo. Il avait donc été banni du cercle des profondeurs. Ses anciens camarades étaient tellement en colère qu'ils avaient même suggéré qu'il n'a qu'à mettre fin à sa vie. Cependant, le leader du cercle des profondeurs, qui était à l'époque un enfant de 6 ans nouvellement nommé, n'autorisait pas une telle chose. Yorichi décida donc simplement de partir pour le reste de sa vie. Kibusuji Muzan l'évitait activement par peur, laissant Yorichi sans poursuite. Il décida donc de rendre visite à un ami qu'il n'avait pas vu depuis près de 2 ans. Cet ami était Sumiyoshi, l'ancêtre de Tanjiro et Nezuko. Yorichi fut très heureux de voir que la famille de Sumiyoshi se portait bien, car voir le bonheur des autres rendait heureux. Après avoir raconté à Sumiyoshi à peu près toute sa vie, Yorichi exprima sa croyance que sa force lui avait été accordée pour mettre fin au règne de terreur de Muzan. Cependant, il se sentait en défaut et en raison de son échec, d'innombrables personnes souffrirent. À partir de ce moment-là, ce qui le tourmentait plus que tout. Voir Yorichi dans une telle douleur était difficile pour Sumiyoshi car il ne savait pas quoi dire. Mais avant qu'il puisse y réfléchir plus longtemps, sa fille de 2 ans, Sumire, s'accroche aux vêtements de Yorichi et lui offrit un câlin. Yorichi tenait Sumire doucement dans ses bras en continuant à pleurer en pensant aux rêves qu'il avait autrefois pour sa propre famille. À ce moment-là, Suyaka consola également Yorichi et lui proposant un repas. Plus tard dans la journée, à la demande de Suyaka, Yorichi montra ses 13 formes d'épée à la famille de Sumiyoshi. Et Sumiyoshi regarda attentivement et grava dans sa mémoire les formes de respiration du souffle du soleil de Yorichi. Car c'était d'une telle grâce et beauté que Sumiyoshi en oubliait complètement de respirer. Yorichi était plus qu'un homme, il était une source d'inspiration. Après cela, Sumiyoshi exhorta Yorichi à revenir un jour, mais avant de partir, Yorichi lui donna aussi ses ornements d'oreilles, faisant comprendre clairement qu'il ne reviendrait jamais. Alors qu'il partait, Yorichi avait l'air très triste, ce qui fit pleurer Sumiyoshi, mais il cria aussi à Yorichi en raison du fait qu'il avait sauvé leur vie par le passé, il perpétuerait son héritage. Malgré ce qu'ils pouvaient considérer comme ses échecs, leur travail n'était pas vain car ils transmettraient à leurs descendants les ornements d'oreilles et la respiration du souffle du soleil. Cette idée fit sourire Yorichi, un sourire qui ressemblait à l'aube après une nuit de tristesse, comme il l'a dit merci. Maintenant, malgré sa marque et son âge, les derniers mots de Yorichi ne viendraient que bien plus tard, car à plus de 80 ans, lors de la nuit d'une lune rouge, Yorichi se tenait devant son frère Michikatsu, maintenant connu sous le nom de Kokoshibo, le démon le plus puissant qui existait à part Muzan. Kokoshibo restait là perplexe, se demandant comment Yorichi a pu survivre toutes ces années alors qu'il avait la marque. Et Kokoshibo dit: pourquoi tu dois toujours être spécial? Mais Yorichi ne répondit pas. À la place, il se mit à pleurer d'une voix enrouée. Il exprima ses condoléances à son frère bien-aimé. Et comme Kokoshibo n'avait jamais vu une telle démonstration d'émotion de la part de son frère, Kokoshibo resta là, agité. Mais à l'instant suivant, la sentimentalité de Yorichi disparut. Alors qu'il adoptait une posture d'attaque, l'air devint lourd rien qu'à cause de l'aura de Yorichi. Il n'y avait absolument aucune faille dans sa posture. Malgré son âge, juste avant de bouger, il prévint son frère de son approche. Et avant que Kokoshibo ne
puisse attraper son épée, Yoruichi avait déjà tranché son coup avec une puissance et une vitesse identiques à celle de sa jeunesse. Avec cela, Kokushibo était certain qu'avec la prochaine attaque, Yoruichi lui trancherait la tête, mais cette deuxième attaque ne viendra jamais. Alors qu'il avançait, la vie s'était éteinte, restant debout, une multitude d'émotions submergea Kokushibo à la vue de cela. Car si la vie de Yoruichi avait duré ne serait-ce qu'une seule respiration de plus, il serait tout simplement mort. Et ainsi, dans une rage totale, Kokushibo coupa le corps déjà mort de Yoruichi en deux. Et ce faisant, il coupa également en deux la flûte en bois qu'il avait fabriquée autrefois pour son frère cadet Yoruichi. Cette flûte était restée sur la personne de Yoruichi pendant des décennies, même si son frère avait renié son humanité, ce qui laissa le démon en larmes. Il avait été complètement vaincu. Yoruichi était un homme d'une force et d'une grâce inégalée qui reflétait la divinité. Mais à la fin, il avait perdu ce qu'il chérissait le plus d'une manière ou d'une autre. Mais comme l'avait dit Sumiyoshi autrefois, ses efforts n'avaient pas été vains car même aujourd'hui, ses actions continuaient de soutenir les profondeurs dans les luttes contre les créatures de la nuit. Et avec cela, voici l'histoire de Yoruichi Suzukuni. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci, à la prochaine.